Nicolas Garcia, bonjour. Alors, Nicolas Garcia, il est plein de choses. Secrétaire général du Parti communiste des Pyrénées-Orientales. On va commencer par Ça là. commence mal. Secrétaire départemental. Départemental, oui, non, j'aime bien le côté général, c'est voilà, c'est le côté Pinochet. Et qui c'est? Ah bah il t'a identifié, le téléphone t'a identifié, tiens. C'est bien, déjà t'es comme je disais à Clotilde Ripouille, t'es reconnu par le téléphone. Déjà, c'est pas mal. Après les électeurs, ça sera un plis place, comme on dit en catalan. Ouais. Donc tu n'es pas que ça, tu es conseiller départemental Vice-président et vice-président, du conseiller département. à la catalanité, c'est ça? Et à la flotte. Et à l'eau, C'est oui, moi qui d'accord. que Non, t'avais la dit ça. flotte, je veux dire, il y a l'invincible, l'armada dans le port de Port-Vendôme, on me l'aurait pas dit, quoi. Euh, j'ai oublié, t'es pas, non, dans la région, Non, 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 non. t'as plus. T'as été, Non, non, non. Pas non? du tout. Non, non, Parce que vraiment, je m'y perds. j'étais tête de liste des communistes. Et Ouais. entre les deux tours, j'ai laissé la place à mon ami Patrick Caz, puisque c'était prévu comme ça, quoi. De ne pas cumuler. Voilà. De ne pas cumuler. Donc, on est là parce qu'il y a plein de sujets. Alors, on va commencer par le sujet qui nous a amené ici. Le Conseil général avait des portraits des prisonniers politiques catalans, une banderole, plus un Nias Groc, au prétexte que de l'avenue de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, ils auraient retiré la banderole pour faire plaisir. Est-ce que c'est pas de la trahison? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'exagère? Alors, c'est pas. Puisque c'est un peu de ta faute s'il y a cette banderole. Non, Et le Yas Grok. ah, la seule chose Ouais. que tu dis de vrai, c'est de ma faute qu'il y a la banderole et le Yazgon. Donc, d'abord, rétablissons la vérité. Il n'y avait ni portrait, Ouais, pas de portrait. c'est dommage. Il y avait deux Liasus Grox, Ouais. c'est jaune, et entre, il y avait un panneau en catalan et en français qui disait, une banderole qui disait Liberté pour les prisonniers politiques. Ça fait Point. bien avoir vu un truc. Point. Point. Liberté pour les prisonniers politiques. Point. Ce qui veut dire que ça voulait aussi dire liberté pour Salah Mouri, Ouais. liberté pour tous les gens qui sont mis en prison dans le monde pour leurs opinions politiques. Parce que c'est aussi la seule manière de faire entrer cette lutte dans un contexte national et international et de la faire gagner, la lutte pour la libération des prisonniers politiques catalans et pour l'annulation de leur procès. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est absolument pas, ça n'est absolument pas lié, ça je l'affirme, pourtant je n'ai pas de langue de bois et je sais dire ce que je dois dire Non, parce que sur la présidence. moi je suis prêt à trouver que les socialistes sont lâches, alors Non, évidemment. non, non, mais moi je suis pas langue de bois et je suis, quand il faut dire ce qu'il faut dire à l'égard de nos partenaires socialistes au département, je le dis. Mais là, la venue de Pedro Sanchez n'a absolument rien à voir. D'accord. Il reste, il faut le dire, il reste. Alors pourquoi ils l'ont enlevé? Ben, ils l'ont enlevé parce que l'actualité du conseil départemental, ben, elle évolue et là il y a une C'était la promo sur le Nutella, donc ils non, ont dû mettre. il y a une campagne de participation des gens. Il a été entendu, donc il a été dit, et on l'a voté, que le département allait investir 500 millions d'euros dans le département. Le département avec un grand D allait investir dans le département avec un petit D. Et on ne veut pas investir, faire du clientélisme. En tout cas, on pousse à sortir du clientélisme. Et donc, on veut que ce soit les gens qui portent des projets citoyens pour que nous les soutenions. Et donc, on a ouvert un site internet, imaginelespo.fr, bon, voilà. Mais il reste, il faut le dire, et là, je voudrais clore toute polémique et en même temps tout malentendu, parce que je ne l'aurais pas permis, je ne l'aurais pas supporté s'il en avait été autrement. C'est pas lié à la venue de Pedro Sanchez, parce que Pedro Sanchez, il est probable, et même sûr qu'il ne viendra pas au département et pas à la préfecture. Et donc, et que peut-être au moment où la banderole a été enlevée, on ne savait même pas que Pedro Sanchez allait venir. Et s'il vient, et il reste un lacet jaune, visible de loin, puisqu'il fait, il fait 1 mètre par 1 mètre, peut-être plus. Bon, voilà, on nous a reproché d'enlever la banderole. Il reste le lacet jaune, c'est un établissement, un édifice public à côté de la préfecture, Ah oui, c'est vrai. qui porte un lacet jaune. J'ai eu beau faire le tour de la mairie de Perpignan, il n'y en a pas. Pourtant, il est gilet jaune. De lacet jaune. Ah oui, il est lacet jaune, il est tout, c'est vrai, Il y en a pas. Jean-Marc Pujol. Je connais quelques mairies du département, quelques lieux publics, il n'y en a pas. Donc voilà, on a beaucoup de gens à convaincre de mettre des lacets jaunes sur leur mairie, sur leurs édifices publics. Alors les convaincre à eux, ne faisons pas mauvais procès au département. Ça reste, et je rappelle qu'au mois de décembre, il y a eu une session du conseil départemental qui a voté une motion
qui dit clairement que l'emprisonnement aujourd'hui n'est pas justifié et le jugement est injuste, si je puis dire. Donc voilà, le département là-dessus, même s'il ne le fait pas assez, même si on devrait faire plus, n'est pas en deçà de la plupart des collectivités territoriales et des institutions du département des Pyrénées-Orientales. Donc, il se trouve que les procès vont bientôt commencer, il me semble que c'est le 12. Le 12, il y aura un report février. Le 12, il doit y avoir l'ouverture du procès. Ils ont été transférés de leur prison où ils étaient rapprochés de la Catalogne, ils se retrouvent à nouveau à Madrid. Voilà, c'est bien, il y a le Prado à voir, des tas de choses comme ça. Ce sont des conditions toujours difficiles, dans des prisons très froides, je lisais encore des tweets dictés par les prisonniers à leurs proches qui sont absolument abominables. Et bon, voilà, c'est vraiment pas acceptable. Ce procès est inique, il ne devrait pas avoir lieu. On ne doit même pas demander la clémence, on doit demander l'annulation. Je pense que l'Europe est en train de perdre une bataille sur la démocratie et l'Espagne fait partie de l'équipe qui gagne aujourd'hui. Alors justement, à propos d'Europe, je vais parler d'Amérique du Sud pour faire un comparatif. Macron avait dit à propos de la Catalogne que c'était une affaire interne à l'Espagne. Et le Venezuela, est-ce que c'est une affaire interne à l'Espagne? C'est une affaire interne aux États-Unis, et donc Macron est le grand... Ah oui, vu comme ça, oui. Le grand petit caniche de Trump. Ouais. Voilà. Non, mais c'est particulier, c'est singulier, il faut le noter, que Pedro Sánchez, qui socialement se démerde pas mal, on va dire. Oui, il y a eu pire. Parce qu'il est élu grâce à Podemos, aux communistes et aux indépendantistes basques et catalans. Socialement, ce qu'il fait, j'aimerais bien qu'on le fasse en France. Oui, ce serait pas mal. Après, il accepte et il tolère que des gens soient emprisonnés depuis 18 mois bientôt, c'est-à-dire 1 an et demi, pour de la préventive. Des gens qui ne sont pas jugés, qui n'ont pas commis d'actes illégaux, au sens où il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'argent public, très important, utilisé. Ce sont les ministres de Rajoy qui le disent. Hein, c'est pas, dire, mais des gens fiables, les ministres de Rajoy. L'utilisation de l'argent public, ils savent. Donc, pas d'argent public utilisé pour le référendum, pas de violence, pour certains comme Toulouse, même pas d'implication, sauf le fait d'avoir voté, bien sûr, la déclaration unilatérale de la République catalane suite à un mandat reçu par le peuple. Hein. C'est comme ça, ils ont été élus pour ça. Et ils respectent, c'est curieux, on met en prison des gens qui respectent le mandat des citoyens aujourd'hui. Donc, ils n'ont rien fait et ils se retrouvent en prison. Et Pedro Sánchez donne des leçons au Venezuela avec Macron, qui lui est contesté dans la rue depuis le 17 novembre au moins, dont les enquêtes d'opinion sont autour de 27-28%. Qui a été élu par défaut pour pas que Marine Le Pen soit élue et qui a obtenu 24% au premier tour, c'est-à-dire que lui-même il est élu sur un système électoral pourri, qui agresse les gens qui manifestent contre sa politique ou qui demandent aux policiers d'agresser les gens qui manifestent sa politique, et ça donne des leçons à Maduro. Je rappelle, je l'ai rappelé sur mon blog, moi je défends pas, c'est des affaires des Vénézuéliens, il faut veiller à ce qu'ils puissent l'exprimer démocratiquement. Mais je rappelle que Maduro a été élu en mai 2018 à une élection présidentielle ouverte à laquelle une partie de l'opposition a refusé de participer. Il ne pouvait pas annuler sa propre élection parce que l'opposition, ce serait trop facile. Il n'y a qu'à laisser se présenter Macron tout seul et lui dire elle n'est pas bonne ton élection puisqu'on ne se présente pas face à toi. Donc, il a été élu, il y avait 2 autres candidats. Ce n'étaient pas les plus gros opposants, mais c'était 2 autres candidats. Il a été élu au suffrage universel. Quelques jours après ont lieu des élections législatives. Hein, il perd ces élections législatives. C'est-à-dire, il y a une situation, entre guillemets, qu'on appellerait en France de cohabitation. Bon. Imaginons qu'en France, Le Pen ou Mélenchon aient gagné les législatives de l'après-présidentielle et qui se proclame président de la République. Qu'est-ce qu'on dirait? Avec le soutien en plus de la Russie, la Turquie et l'Iran. C'est important, l'Iran. Ou la Hongrie et l'Italie. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on dirait? Attention, parce que le Venezuela est dans le jardin, dans ce que les États-Unis considèrent être leur jardin, leur territoire. Ils ont eu Cuba dans les pattes, ils n'ont pas pu s'en défaire, ils ne laisseront pas un deuxième Cuba. Donc, c'est le deuxième producteur au monde de pétrole. La plus grande réserve dans cette zone de pétrole, c'est le Venezuela. Ils ont décidé de la faire vénézuélienne, de l'exploiter.
Et les États-Unis ne l'acceptent pas, à tel point que, par exemple, toutes les liquidités des stations-service publiques du Venezuela qui sont aux États-Unis, puisqu'il y a une chaîne, plusieurs chaînes de stations-service aux États-Unis qui appartiennent au Venezuela, toutes les liquidités sont bloquées sur ordre de la Maison-Blanche. Ça veut dire qu'on les prive de leurs revenus. À tel point qu'il faut aujourd'hui... Mais c'est comme ça qu'ils ont étouffé Cuba. C'est-à-dire que Fidel Castro a pu faire ce qu'il a voulu. C'est aussi parce que de l'autre côté, il y avait un embargo américain et que c'est compliqué de faire de la démocratie. Alors moi, je ne défends pas Maduro, je ne connais pas suffisamment, mais en tout cas, je défends l'idée que quand on n'a pas le pas de sa porte propre, on ne va pas nettoyer celle des autres. Voilà. Nettoyons notre porte, faisons la démocratie en France et en Espagne, la démocratie comme l'entendaient les révolutionnaires de 1789 et de 1793, ceux de la Commune de Paris. C'est le gars qui fait la loi anti-casseur aussi, qui trouve que le Venezuela... Anti-casseur, vous avez aujourd'hui... Présomption de culpabilité, donc tu restes chez toi. Moi, j'ai un cas aujourd'hui d'un jeune de la commune d'Elne, on va dire, on ne voudrait pas qu'il soit trop reconnu parce qu'il cherche, c'est un demandeur d'emploi, il a un petit emploi en ce moment, donc il collecte des ordures ménagères, etc. Bon. Et il a eu le malheur, pour son malheur, de participer à une opération escargot au mois de novembre sur l'autoroute. Ceux qui participaient avec lui à l'opération escargot lui avaient dit « masque ta plaque minéralogique ». Il a dit « non, je ne la masque pas, je ne veux pas me faire avoir par les flics, je ne la masque pas ». Donc ils étaient au moins 5 à faire cette opération escargot, il a été pris en photo, sa bagnole a été prise en photo. Un mois après, il est convoqué à la gendarmerie, on le traite comme un voyou, on l'interroge comme un voyou, empreinte, test ADN, fichage ADN, interdiction de porter un gilet jaune. C'est comique, se travailler à la benne, c'est peu. Oui, puis c'est con parce que légalement, tu es obligé quand tu as une bagnole. Donc, et interdiction de manifester. Les gendarmes n'ont pas cette autorité. C'était avant la loi anti-casseur. Imaginons maintenant, qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Je veux dire, on peut très bien interdire. Alors on nous a dit, c'est Macron le Front National. À un moment donné... Le plus comique, c'est que le Front National est contre cette loi anti-casseur. Tu veux dire, c'est gratuit pour lui d'être contre, puisque c'est les autres qui prennent des lois qu'ils rêveraient de pouvoir voter, mais qui ne votent pas. Ça leur permet de... Ou alors ils sont ramollis, hein, ça arrive aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus, et je pense qu'ils sont dans l'état d'esprit que certains leur font le lit aujourd'hui, et y compris voter les lois qu'ils n'auront pas voté si un jour, par malheur, ils arrivaient au pouvoir. Non, c'est quand même inquiétant, quoi. Cette dérive est inquiétante, on en a plusieurs. Moi, j'ai des copains là-bas qui faisaient signer des cahiers de doléances avec une affiche faite maison ras-le-bol Macron. Les gendarmes sont venus, ils leur ont pris les identités, ils leur ont demandé d'enlever l'affiche ou de foutre le camp du marché. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas laisser... on est dans le 80e anniversaire de la retirade. Si les Espagnols ont été aussi mal accueillis il y a 80 ans, c'est parce qu'il y avait une bataille idéologique qui était en train d'être gagnée par l'extrême droite dans toute l'Europe. Si on laisse faire des choses comme ça, on va se retrouver à devoir revivre des choses de notre passé absolument insupportables. Il fallait lire la presse bourgeoise locale de l'époque, l'Indépendant. Ils les appelaient les Rouges. Les Rouges, les violeurs de normes, etc. Et donc, attention, parce que ces dérives-là, quand il y a crise, il y a des faiblesses dans le peuple qu'on peut comprendre. Et il faut absolument les combattre, quoi. Et c'est pas, et on les combat aussi en donnant l'exemple. Si aujourd'hui le gouvernement français donne l'exemple de la répression, de la peur de la manifestation, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On peut dériver, c'est très grave. Donc moi j'alerte parce que... Mediapart. Oui, Mediapart. Enfin, comment on peut accepter ça, quoi? Pour des histoires privées, Benalla, c'est même pas Benalla qui a porté plainte, attention. Non, c'est le procureur qui a attaqué, mais qui a une enquête préliminaire sur Mediapart à propos de Benalla, alors que lui-même n'avait rien demandé. Et bon, le procureur, quand même, autant les juges sont indépendants, autant les procureurs, bon, voilà, quoi. Ils ont aussi des patrons, les procureurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. Je pense qu'il y a une partie
et même une grande partie de la justice qui voit ça avec inquiétude aussi. Hein. Il y a des policiers qui ne sont pas d'accord aussi, qui s'expriment cachés, hein, mais soyons très attentifs et très vigilants, on n'est pas alarmistes gratuitement. Ce qui est en train de se passer, c'est une dérive très grave. Oui, à partir de quel moment on bascule dans une dictature? C'est la question du jour. Vous avez 4 heures pour donner un stylo, un papier. Ou une valise. Je me souviens que quand Manuel Valls était encore Premier ministre, qu'il est venu à Perpignan, le préfet nous avait interdit de manifester. Et comme voyant qu'on manifesterait quand même, il nous avait cantonné autour du Castillet, place de la Victoire. Pour pas que oui, que ça se voit. Pour pas que Valls, qui déjeunait à la préfecture, entende, entre guillemets, nos vociférations. Bon, aujourd'hui, avec des lois, il est capable de tous nous faire enfermer, quoi. Oignouf. Au moins, pour 1 heure, on se demandait ce qu'on foutait là, quoi. Non, mais c'est gravissime, il faut absolument pas le laisser passer, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, on est le 5 février, il y avait un appel à la grève générale. Zabastovka, comme on dit en russe. Qu'est-ce que je veux dire? Alors Perpignan est en révolution. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas... Bon, le département, c'est pas mal ce qui se passe dans le département. Perpignan n'était pas en révolution, mais pas loin de 4000 manifestants, ça c'est pas vu souvent. Donc voilà, depuis 1995, si on accepte... On a eu quand même 40 000 pour Charlie. Oui, si on accepte Charlie, bon, voilà, ça a mobilisé tout le monde, mais si on accepte Charlie, depuis 1995, c'est une des 10 plus grosses manifs qu'on a vues aujourd'hui. Et je suis parti avant, mais il y avait la réunion des organisations aujourd'hui au nouveau siège de la CGT. Je pense qu'on va partir sur un mouvement qui va durer. Alors peut-être pas du même type aujourd'hui, mais qui va durer. Et qui va mettre la pression sur le gouvernement parce qu'il faut, honnêtement, il faut qu'aujourd'hui Macron écoute son débat national. Tu n'y crois pas, toi? C'est une fumisterie, ça, non. Et comment ça s'appelle, le QCM, le référendum QCM à choix multiples, voilà. Tu y crois pas non plus? Moi, je rappelle que les candidats à la députation en 2017 communistes portaient le RIP. Qui était le référendum... Le Reccepa Pace, non. Référendum d'initiative populaire. Ouais. Alors, on est sur l'initiative citoyenne. Et le référendum d'initiative populaire avait deux bases. D'abord, 500 000 signatures pour obtenir un référendum. Et des questions protégées par la Constitution, quand même. Parce que je pense que... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas... La peine de mort, le mariage pour tous. Voilà. Je pense qu'il faut que ce soit protégé par la Constitution et que si on veut faire un référendum dessus, il y ait au moins 80% de la population qui le souhaite. Bon, d'accord. Après tout... mais ça, ce sont des questions universelles, des droits universels qu'il faut protéger par la Constitution. Mais à part ça, on portait le RIP, référendum d'initiative populaire. Donc moi, ça ne m'effraie pas de parler de consultation de citoyens. Il faut même... Alors, il y a des choses avec lesquelles je trouve qu'on ne va pas assez loin avec les Gilets jaunes. Par exemple, le patronat et le MEDEF, aujourd'hui, totalement à l'abri. Il ne faut pas les mettre à l'abri. Parce que, finalement... Ce que disait Martinez ce matin, la CGT. Finalement, Macron, c'est la marionnette de la haute finance et du grand patronat. Faire tomber Macron, ça ne veut pas dire qu'on fait tomber ces gens-là. Bon. Deuxièmement, le présidentialisme, qui, de mon point de vue, sclérose et mine toute la société. C'est-à-dire que ce présidentialisme-là, il déteint sur le fonctionnement de toutes les assemblées, et y compris des associations. Aujourd'hui, il y a un super poids du président sur toute la société. Et ça, il faut que tout le monde s'en rende compte, c'est dangereux et c'est pas anodin. C'est une question... Donc, il faut inventer, je pense, et ça peut se faire par les... Toi, tu crois toujours à l'international, il n'est pas de sauveur suprême? Ah oui, moi je crois toujours plus que jamais. Moi je crois qu'il faut le pouvoir au peuple par le biais de ses représentants légaux, qui se sont choisis, avec un contrepoids citoyen qu'il faut inventer. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais on peut inventer une forme d'assemblée citoyenne, d'assemblée populaire de contrôle, et les élus. Je ne sais pas, il faut inventer quelque chose qui soit... En plus, je veux dire, réfléchissons. Un pays
de 70 millions d'habitants, dans un contexte compliqué, de conflits, de super prise de pouvoir du capital, etc., un homme seul, comment on peut envisager qu'un homme seul soit à même de prendre les décisions? C'est toujours plus facile d'acheter une seule personne que 70 millions de personnes. Contrairement à ce qu'ils disent. Non mais, voilà, c'est pas possible. C'est naturellement pas possible, j'ai envie de dire. Il y a personne qui a ce pouvoir-là. Et c'est dangereux de le faire. Bon, c'est De Gaulle qui a fait ce coup d'État. Le coup d'État permanent. Oui, que Mitterrand a dénoncé dans un livre, mais qui était bien content de récupérer ensuite. Qu'il a bien filé. Voilà. Mais en même temps, voilà. Donc, moi, je dis aussi aux Gilets jaunes, ne foutons pas la paix aux grands patrons et aux multinationales et aux milliardaires, aux actionnaires milliardaires, et ne foutons pas la paix au présidentialisme. Le problème n'est pas l'Assemblée nationale, ni le nombre de députés. Le problème, il est qu'il manque un intermédiaire citoyen et que le président de la République, il faut qu'il dégage. D'ailleurs, tous les grands pays qu'on appelle aujourd'hui démocratiques, qui ne sont pas toujours la preuve, mais on est contre-pouvoir. De toute façon, ils ne sont pas dirigés comme eux. Même les États-Unis, même Trump, on l'a vu avec ce qui vient de lui arriver, mais aux États-Unis, tu ne votes pas directement pour Trump. Non, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que les politiques actuelles, notamment Macron, relisent de l'esprit des lois de Montesquieu. Quoi. Oui, exactement. Et tout ce qui s'est passé pendant la Révolution française, il y avait 1 millier de députés. Ils ont pas mal travaillé. C'est pas le nombre qui a fait le problème. Voilà. Naturellement que pour construire, avec une constituante et pour construire une nouvelle politique, une nouvelle constitution, il faut du temps, ça ne se fait pas en 3 semaines. Mais il faut d'abord que le président de la République n'ait plus les super pouvoirs qu'il a, et moi je dirais qu'il n'ait même plus de pouvoir du tout. Tu veux le retour de la 4ème République, tu veux René Coty. Je ne veux pas René Coty, je veux une République réinventée, mais aujourd'hui, moi je n'ai pas d'épouvantail, moi je ne crois pas aux épouvantails. Et pour moi, la 4ème République, c'est pas un épouvantail. C'est comme si tu me disais que la première... On a quand même foutu la pâtée à Suez aux Égyptiens. Non, mais, tu prends c'est pas un exemple, mais tu prends l'Angleterre, tu prends l'Allemagne, tu prends l'Espagne, tu prends l'Italie, tu prends même les États-Unis, tu vois. C'est quelqu'un qui est désigné par un Parlement et qui doit rendre des comptes régulièrement à un Parlement. Et ça, c'est drôlement important. En même temps, il y a une élection à la proportionnelle. En France, le président de la République qui fait 24% au premier tour, il peut se retrouver élu président de la République avec tous les pouvoirs parce qu'il est en face d'une plus facho que lui. Plus facho que lui, je commence à avoir des doutes, mais bon. Mais, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, voilà, moi je pédale pour ça. Il faut... Le RIB, ça me fait peur. Pas le RIB, hein, ça n'a rien à voir. Ça me fait pas du tout peur. Le RIB, ça n'est pas qui je le donne. Oui, voilà. Non, ça me fait pas du tout peur. Je pense qu'il faut qu'on travaille cette idée d'une nouvelle République. Et en local, oui, parce qu'on va repasser au local, parce que moi je trouvais que c'était bien beau, mais il est plus facile de prendre le pouvoir en local. Et donc pourquoi pas des RIB en local et des soviets partout en local. Moi, je suis... Bon, des assemblées de soldats, des communautés de paysans. Alors, je vais être certainement candidat au municipal à Elne. Étonnant, non? On va faire étonnant, ouais. Tu l'as déclaré déjà ailleurs ou on a un scoop? Non, moi je m'en doutais, mais... Un scoop. Je l'ai déclaré ailleurs, mais c'est pas encore public. Donc, je pense que je vais être candidat aux élections municipales avec une liste très ouverte, mais moi je proposerai aux gens qui sont avec moi sur la liste un RIC, effectivement, local. C'est-à-dire que si 10% de la population dûment identifiée, pas sur les réseaux sociaux, voilà, quoi. 10% de la population qui correspondent à la liste des habitants. Dit, ben voilà, il faudrait qu'on discute de ce sujet, etc., etc. Eh bien, il faut que ce sujet soit discuté et que ce ne soit pas discutable, que ce soit discuté. Voilà. De même, ça, on peut y réfléchir, y compris dans la recherche d'une constitution nouvelle. Si à mi-mandat, 50%
des gens inscrits. Au début, les 10%, je parle de la population qui vit dans la commune. C'est-à-dire les gens majeurs, ou à partir de 16 ans, même s'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Mais si en cours de mandat, 50% des inscrits sur les listes électorales disent qu'ils veulent destituer le conseil municipal... En gros, on peut t'élire pour mieux te virer après. Non, mais pourquoi pas? Si tu arrives à mi-mandat à décevoir 50% des gens qui sont inscrits sur les listes électorales, mais c'est énorme, 50% déjà, parce qu'il y a peu de gens qui obtiennent 50% des gens inscrits sur les listes électorales en voix. Parce que quand tu fais... Donc justement, est-ce qu'il ne faudrait pas baisser le truc, 40%? Non, mais... Non, parce que pour que ce soit possible. C'est une base de discussion. Ouais, mais ouais. en même temps, ça veut dire que si le mec, il arrive... T'as pas peur de l'instabilité? Si le mec, il arrive, la nana, elle arrive à accumuler à mi-mandat 50% des inscrits contre lui, ça veut dire qu'il faut qu'il parte. Là, il n'y a même pas à discuter. Il faut qu'il parte. Bon, on peut réfléchir à des choses comme ça. Mais moi, en tout cas, pour la liste que je conduirai, que j'espère que je conduirai, je ferai des propositions de type, voilà, si 10% des gens de la population majeure en âge de voter décide qu'il y a des questions à mettre en débat, il faut les mettre en débat. Après, ça ne doit pas être la tarte à la crème non plus, hein, ce n'est pas un élément de démagogie, mais ce que je vois dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi une aspiration à être respecté, écouté, consulté, etc. quoi. Donc il faut l'entendre, ça, il faut l'entendre. Voilà, bon, je pense que localement, on doit donner des exemples effectifs. Alors, on va faire dans l'ultra local, comme on est à Perpignan. Oui. Françoise Fité, elle se présente au municipal de Perpignan. Tu y crois? Ah, moi, j'y crois. En tant que candidate rassembleuse, dit-elle. Moi, c'est ma candidate. Elle n'est pas encore dans cet état d'esprit. Alors, je me permets tu veux dire, elle doute? Non, elle ne doute pas, elle est ouverte et elle dit, voilà, moi je travaille pour qu'on trouve la meilleure candidate, etc. Mais moi je dis aujourd'hui, peut-être demain ce ne sera pas le cas, on verra, mais aujourd'hui pour moi, c'est la meilleure candidature. Et on a intérêt à la soutenir. Pourquoi je dis ça? Il faut le dire à Ségolène Neuville, qui dire, était hier à Respire, voilà. Je vais le dire, là. Je vais le dire, qui est ton équivalent pour le Parti Socialiste. Voilà, avec qui on discute. Je vais te le dire, et y compris, je le dis à DASP et à d'autres personnes. Donc la France Insoumise. Oui. Je crois qu'aujourd'hui... Pourquoi se rassembler autour des communistes? Je vais l'expliquer. tu me laisses l'expliquer. Je sais que tu es impatient, mais bon. Bah oui, comme un enfant. Donc, premièrement, on n'a pas le droit de laisser comme choix au Perpignan et au deuxième tour le vote Pujol, parce que je suis sûr que c'est lui qui va arriver en tête de la droite, Pujol contre Alliot. Tu crois pas ni à Olivier Amiel, ni à Clotilde Ripouille? Encore moins, même si j'apprécie la personne. Ouais. Moi, je fais absolument jamais la guerre aux gens. J'apprécie Clotilde Ripouille. Je m'est arrivé de la rencontrer, même de déjeuner avec elle. Ouais. Et t'as pas mis de poison, elle non plus. Non, vous êtes là pour en parler. Bon, je pense qu'elle n'a pas elle échouera une nouvelle fois si elle est seule. Je ne crois pas non plus à Olivier Amiel. Et je ne crois pas non plus à Romain Gros. Ah oui, c'est vrai, Romain Gros. Je ne crois pas à Romain Gros. Je sais même le pas gars au compte non certifié de EAS, comme EAS 117. Je ne sais même pas s'il ira au bout. Ouais. Mais par contre, je pense que Pujol ira au bout. Jean-Marc Pujol ira au bout. Et donc, je pense que la première des choses, c'est que les progressistes de Perpignan n'ont pas le droit parce qu'ils se chamaillent, parce qu'ils font croire pour certains qu'il faut faire la révolution à Perpignan avant de la faire, ça c'était un vieux débat de la guerre d'Espagne, mais elle a été perdue. Oui, en 37. À Perpignan pour faire la révolution à Paris. Aujourd'hui, ce qu'il faut à Perpignan, c'est deux choses. C'est avoir un programme pour améliorer la vie des gens au maximum, et deuxièmement, prendre ses responsabilités pour pas qu'on se retrouve à devoir voter Pujol contre Alliot. Voilà. Que les gens de Perpignan n'aient pas ce choix. Oui, qu'on vote Alliot contre Pujol. Ah non. Pour faire ce choix mortifère. Voilà. Pour ça, il faut rassembler toutes les forces progressistes qui ne veulent ni de la droite libérale, je sais pas quoi, de Gros, d'Amiel, voilà, et compagnie, et encore moins de l'extrême droite. Il faut rassembler toutes ces forces-là sur un programme. Oui, un programme. T'es le premier à m'en parler, c'est dingue ça. On n'est pas d'accord sur des politiques de fond, avec un certain nombre d'entre nous.
certains sont irréconciliables. Tu- Les insoumis et les socialistes, bon. Donc, mettons-nous d'accord sur un programme. Ça, sur un programme, on peut se mettre d'accord. La collectivisation. À partir, voilà, collectivisation des autobus, collectivisation de l'eau, collectivisation, voilà. Mais on peut se mettre d'accord sur... Toi, tu es toujours municipalisation des eaux. Et, bien sûr, et le bonheur partagé. Ouais. En partageant aussi le bonheur. La richesse et le bonheur. Ouais, c'est quand le bonheur, comme disait Kali. Et donc, il faut inventer le PIB, le produit, le bonheur intérieur. Ouais, c'est les Bhoutanais qui avaient Et donc, inventé ça. moi, je pense il faut rassembler toute cette frange progressiste qui se retrouve dans nous, dans la marée populaire, dans les insoumis. Est-ce que les socialistes n'ont pas fauté? Est-ce que Oui, mais ils attendez, ne devraient pas, d'abord, comme on disait du temps de la révolution culturelle, faire leur autocritique? bien sûr, mais on peut... Et avant toute chose, parce que sinon, ça ne pourra pas marcher, on ne va Mais pas non, les parce croire. que la priorité, c'est de battre à Lyon et la droite. C'est pas que les Oui, mais on socialistes- nous fait le coup à chaque fois. Non, parce que on peut très bien régler cette question, au moins sur Perpignan, on peut régler cette question. Et je le dis, et c'est la question de départ, c'est pourquoi Françoise, en quelque sorte. Oui, au fait. Et donc moi, je vais le dire, parce qu'aujourd'hui, les socialistes ne peuvent pas conduire une liste à Perpignan, parce que c'est un obstacle au rassemblement, Bah, déjà, l'épisode précédent. compte tenu de ce qu'ils ont fait, du rejet qu'ils ont obtenu au gouvernement. Et même avant, Après, souviens-toi de la après, précédente municipale. Ouais, on n'en parle même pas, parce que c'est l'autre... Jacques Cresta, l'autre, hein, Donc, voilà. Donc, qui a rejoint En Marche, hein, moi, entre-temps. je pense que le PS ne peut pas et ne doit pas conduire une liste à Perpignan. Est-ce qu'il Les est... insoumis non plus. Pourquoi? Parce que les insoumis ne veulent pas rassembler tout le monde. Les insoumis ne veulent rassembler qu'une partie d'une mouvance progressiste. Une partie. Il faut aujourd'hui des gens qui soient capables et qui veuillent et qui fassent tout pour rassembler tous les bords. Sur un programme sur lequel on pourra se mettre d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on adhère aux positions socialistes de l'Europe. Les positions socialistes sur l'Europe et les miennes, elles sont diamétralement opposées. De toute façon, c'est pour Perpignan, donc Mais voilà, ça moi, entre pas en ligne de compte. Et même les socialistes ont une tendance libérale, oui, d'accord, je le sais. Une tendance de droite, et moi, tu veux dire. Et moi, je suis plus proche de... Tu es de gauche. Je suis de gauche, et je suis bien sûr très proche de ce que pensent les Insoumis ou de ce que pense le NPA, etc. Cela dit, avec les Insoumis et le NPA, on ne gagnera pas. Et on va se trouver dans une situation où on va de nouveau laisser les Perpignanais aux mains de la droite ou de l'extrême droite. Et ça, on n'a pas le droit. C'est le premier devoir quand même des progressistes d'empêcher ça et d'essayer de construire quelque chose de sympa. Donc, il faut que ceux qui peuvent conduire la liste sont ceux qui portent ça. Et aujourd'hui, malheureusement, les insoumis sont à convaincre, et les socialistes aussi, les uns qui ne doivent pas exclure les autres, et les autres qui ne doivent pas se présenter comme des têtes de liste. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Il reste nous, Perpignan. Pense-mi et pense-moi. Oui, peut-être nous, Perpignan, si nous, Perpignan, est d'accord sur cette démarche. Et moi, je ne crois pas qu'ils soient d'accord sur la totalité de la démarche. Il faut que je discute. Enfin, moi, personnellement, je vais discuter avec quelques animateurs de nous Perpignan très bientôt. J'en profite pour leur dire que je ne les ai pas oubliés. Ouais, voilà, au passage. Ouais. Voilà, l'actualité fait que. Mais nous Perpignan, faut qu'ils me convainquent qu'ils sont d'accord sur la démarche. Aujourd'hui, ça tourne autour. Ceux qui sont à fond dans cette démarche, ça tourne autour de nous et Europe Écologie Les Verts. Et je crois qu'entre nous et Europe Écologie Les Verts... Oui, parce que Agnès Langevin, on en parle, et elle ne s'est pas déclarée quoi que ce soit. Non, mais je parle d'Europe Écologie Les Verts en tant que démarche. Parce que je sais que ils ont cette démarche, ils excluent personne après. Je vois que Katia est très active. Mais Europe Écologie, t'as Berjoine qui est à Europe Écologie Les Verts, de nous Perpignan. Oui. Donc, après, il faut qu'ils soient d'accord avec les siens, mais moi, voilà pourquoi je propose Fidé, parce qu'elle a une partie derrière, elle a une jeunesse communiste derrière. Alors, jeunesse communiste, combien de divisions, comme aurait dit Staline au pape? Des divisions de jeunes organisés, moi, je peux afficher avec tout le monde. Parce que David Arabia, il bosse au conseil départemental, mais à part ça, il fait quoi? On le voit pas beaucoup. Il bosse pour le groupe PC à mi-temps au conseil départemental. Donc, c'est le conseil départemental qui le paye, mais sur les sous gagnés par le PC. Ça va alors. Mais après,
David n'est pas seul. Ce matin à la manif, il y avait un groupe de jeunes très important. D'ailleurs, il y avait une fête de la JC ce week-end. Il y a eu des photos publiées, etc. On voit bien que David n'était pas tout seul avec moi. D'ailleurs, j'y étais pas. S'il y avait de la bière gratuite, tu peux faire venir plein de gens. Tout était payant. Fais confiance aux communistes. Donc, si tu veux, dans la question, pour moi, oui, je crois que personnellement, Françoise n'est pas dans cette démarche parce que c'est elle qui la porte, dans aller sur une démarche plus ouverte, etc., plus large, voilà. Mais moi, je dis que si il faut rassembler la totalité des progressistes de Perpignan, parce que c'est un devoir de le faire avec un programme, et je dirais un petit mot tout à l'heure en plus, mais... Alors, tu nous parleras de culture, parce que personne ne m'en parle, ça commence à m'inquiéter. Il faut en être convaincu, ouais. Et moi je crois qu'elle est convaincue de ça, qu'il faut rassembler largement, et donc elle a largement les épaules, l'autorité, le poids, l'intelligence et le savoir-faire pour diriger une liste. Et tu ne crois pas à l'hubris des socialistes? Et je le dis, ça n'est pas une condition qui est posée, bien au contraire. Ça se discute. C'est l'avis du secrétaire départemental du PC, mais naturellement, ce sont les communistes de Perpignan et François en priorité qui décident. Et elle est absolument pas... Elle affirmera jamais ça aujourd'hui, et elle a raison, mais moi, je le crois, donc je le dis. C'est une discussion, c'est une conversation, c'est pas ni un ultimatum, ni rien du tout. Il faut débattre de cette question, c'est pas une question de tabou. Le programme est important, et je crois qu'aujourd'hui, il faut envoyer dans les quartiers des militants qui ont envie aujourd'hui de construire une autre politique contre celle de Pujol et contre Alliot, en allant dans les quartiers interroger les gens. Alliot autant que symbole, en fait. Qu'est-ce que vous... Alliot comme facho, comme... est-ce qu'il est vraiment... Est-ce qu'il est vraiment fasciste? Tu sais, il faut je pas sais mettre... je ne sais pas s'il est fasciste, mais il est d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est pour toi l'extrême droite? Écoute, parce que c'est pas un peu facile. Non, pas du tout. Mon chat, quand il n'est pas d'accord avec moi, je le traite de fasciste aussi. Mais toi, tu as des relations particulières avec ton chat. Moi, je n'ai pas de relation particulière avec Louis Alliot. Oui. Une fois, c'est un homme, c'est un être humain que je peux respecter, mais par exemple, quelqu'un... En quoi ils sont fascistes? Moi, je veux bien. Fascistes parce que, par exemple... Mais moi, je serais prêt à les rejoindre si tu me convaincs qu'ils sont vraiment fascistes, tu comprends? Je vais te dire un exemple simple qui va rappeler les années les plus sombres du fascisme. Ouais. Moi, je dis que l'ensemble des maux de notre société vient du capital, de la financiarisation et de l'ultralibéralisme. Oui. Lui, il dit que c'est la faute des étrangers. Voilà. C'est tout. Donc, et de l'Europe. Et de l'Europe. Bon. Alors, Maastrichtienne. Être contre l'Europe, c'est pas être forcément fasciste, parce que j'ai de bons amis qui sont contre l'Europe. Moi, je suis contre cette Europe-là. Bon, voilà, c'est autre chose. Mais dire que les maux de la société française viennent des étrangers, de quelque manière que ce soit, c'est déjà une idée qui n'est pas normale et pas naturelle. Et donc, d'ailleurs, elle est sanctionnable par la loi Guesso si tant est qu'on veuille l'appliquer. Donc, voilà pourquoi, bon, je dis, en tout cas, c'est un mec d'extrême droite, même s'il n'est pas fasciste, même si est fasciste, ça peut être une insulte pour lui, il est d'extrême droite, il ne le cache pas. Il ne le cache pas. Non, mais regarde, t'avais un poète très bien, Gabriele D'Annunzio, qui était fasciste. Non, mais... Non, oui, non, mais on peut avoir une belle plume et être un facho, il y a même quelques... Non, mais ce que je veux dire, c'est si tu veux, avoir des fascistes partout... Je raconte une histoire, un gars qui disait, mais t'es copain avec qui, toi? Avec le lion, avec le truc? Ah, mais moi, je suis copain avec tout le monde, donc... moi, je défends les communistes quand ils veulent les faire arrêter. En tout cas... c'est pas le symbole, c'est que je crois que si Alliot appliquait ses idées, ou en tout cas celles qu'il défend, voilà, tout le temps en train de parler des migrants, des immigrés, des machins, sur Perpignan, ce serait terrible. Ce qu'on a besoin de fraternité et du vivre ensemble, à mon avis, c'est pas un mec qui dit c'est la faute de l'autre qui permet de vivre ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu veux le gros bordel à Perpignan, il faut aller au Front National. D'ailleurs, regardons ce qui reste des mairies que le Front National a gagné en son temps. On verra ce qui va rester après les municipales, des quelques-unes qu'il a gagnées là, mais celles qu'il a gagnées dans le passé, il n'y en a plus. Où les mecs sont morts ailleurs, où les gens les ont foutus dehors. Donc c'est qu'il y a quelque chose, comme dirait l'autre. Et tu parlais de culture tout à l'heure. La première chose que font les maires Front National quand ils arrivent, c'est supprimer tout ce qui est culture. Alors,
pour eux, c'est non populaire. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas... Alors moi, j'ai rencontré il y a des années Alain Juppé, même les mois n'ont pas passé, j'ai été RPR, et je lui ai posé la question, parce qu'en même temps, je faisais du théâtre avec les communistes, tu vois, donc j'étais un être un peu hybride, et je leur ai dit, mais et vous avez prévu quoi pour la culture? Et il a eu l'air gêné, il m'a répondu, on fera pas de la culture à la Jacques Lang. J'ai posé la même question à l'époque à Barat, il m'a dit la culture ça ne sert à rien, ce qu'il faut c'est la croissance. Mais qu'est-ce que t'appelles la culture? Parce que Pujol me dit qu'il fait de la culture puisqu'il y a un théâtre qui a été construit. La culture, déjà. Est-ce que tu fais construire des trucs ou est-ce que tu investis dans les artistes? Parce que Voilà. c'est la grande. Pour moi, la culture, d'abord, c'est une politique culturelle. Oui, on s'entend. Oui. Culture, c'est ça. Après, la culture, c'est ce que tu fais toi pour toi. C'est donner l'accès au beau à un maximum de monde. Et voilà. Qu'est-ce que t'appelles le beau alors? Parce que ce qu'on appelle le beau, c'est la création. C'est donner accès à la création à un maximum de monde. Donc, la possibilité de créer, quand tu es créateur, oui. la possibilité alors ça, c'est bien d'en parler. De la création des autres. Est-ce que tu penses que les artistes d'ici, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ils ont assez de lieux pour se produire et ils sont assez reconnus dans le département? Pas du tout. Il y a quelques municipalités comme Alenia j'allais te le dire. Qui font gros efforts. Je note que c'est une mairie communiste. Jean-André Magdalou. Calestani, c'est une autre politique culturelle. Donc Jean-André Magdalou poursuit une politique qui avait été lancée par Jacques Pumareda. C'est la politique de résidence, c'est la politique de soutien. Beaucoup sur le théâtre notamment, mais pas que. Le théâtre, etc. Et donc, pour moi, on joue même du Bernanos chez les communistes, c'est te dire. Oui, j'ai vu un truc de il y a de l'exagération. Non, mais voilà, moi je crois que pour moi, une politique culturelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on puisse donner aux hommes et aux femmes la possibilité de s'épanouir, quel que soit le milieu duquel ils sortent, quel que soit leur moyen, en ayant accès à la création culturelle. Et surtout, je pense qu'il faut faire un travail important sur l'éducation. C'est pas normal aujourd'hui qu'on laisse sortir. Moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé à appréhender le beau et la culture. Heureusement, parce que c'était l'éducation populaire. Mais que reste-t-il de l'éducation populaire? C'était l'éducation populaire, l'amitié, etc. Des gens comme Odette Rabi qui est décédé, des gens comme Jacques Pumareda, d'autres, Nicole en son temps, etc. Des gens qui étaient impliqués dans la culture quand je suis arrivé au PC. Mais on a laissé sortir de l'école, du collège, un gamin comme moi, et beaucoup aujourd'hui, sans savoir ce qu'est un tableau, ce qu'est une aquarelle, ce qui était Picasso, quelle est la différence entre l'impressionniste et le cubisme, voilà. Ou la musique classique, etc. Des clés, après tu fais tes choix, mais des clés pour comprendre ce qu'est l'art. Et on laisse sortir les gamins, de... Quand on a voulu promouvoir une politique sportive, dans certains pays, et on en parlait en France, on filait mi-temps sportive dans les écoles. Moi, je crois qu'il faudrait filer un mi-temps culturel. Parce que on a vraiment besoin de ça, quoi. C'est-à-dire que... D'ailleurs, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Quand il y a des dictatures qui se mettent en place dans l'histoire récente, dans l'histoire actuelle ou dans un passé plus lointain, c'est d'abord, il y a deux choses qui disparaissent, la culture pour tous et les partis politiques. Il y a un parti uni, oui. Et la presse, le pluralisme de la presse, le pluralisme politique et la culture. Voilà, ça, c'est ce qui est ciblé par tous les fachos dans l'histoire de l'humanité et actuellement. Oui, mais l'Union soviétique, c'était pareil, je te renvoie à tes casseroles, si je puis dire. Voilà. Mais il y avait de la culture en Union soviétique. Là, et le nazisme, il y a une culture aussi, attention. Spire, c'est de l'architecture, c'est de la culture. Il y a tout ça. Il y a aussi même les dictatures nazies, les totalitaires ont de la culture. Après, c'est un peu orienté, c'est bon. Mais la culture est orientée où il y a des choix, où il y a des gens qui passent au travers, où il y a des gens qui deviennent des artistes officiels. Tous les artistes avant peignaient dans les églises, je ne suis pas sûr qu'ils croyaient tous en Dieu. Voilà. Mayakovsky, très bon poète. Aujourd'hui, si tu veux aller voir des choses belles du XIIe, du XIe, du XIIIe siècle, du XIVe siècle, beaucoup tu vas les voir dans les églises. Oui, il y a peu d'art profane. Voilà. Donc, moi, bien sûr qu'il faut une politique culturelle, et singulièrement à Perpignan,
il faut réellement des propositions culturelles. Toi, maire de Perpignan, tu ferais quoi? Je rappelle l'école des Beaux-Arts. Ah oui, tiens, c'est bien de le rappeler. Est-ce que ça serait utile de rouvrir l'école des Beaux-Arts? Oui, en tout cas, peut-être sous d'autres formes, parce que quand un truc a disparu, on ne sait pas. Mais en tout cas, oui, l'école des Beaux-Arts, en tout cas, elle manque sur Perpignan. Et elle était, c'était quelque chose qui était viable. C'était, je crois, avec Toulouse, la seule qui existait de ce type. Et moi, je crois qu'il faut, oui, bien sûr, il faut des lieux de résidence, les multiplier, les soutenir publiquement, que ce ne soit pas que de l'initiative privée. Voilà, il faut faciliter l'accès. Est-ce qu'il faudrait que France Bleu Roussillon diffuse des titres locaux? Parce que... Bon, mais ça... oui, j'allais te le dire, je veux pas t'y pousser, mais quand même, compte tenu qu'ils ne le font pas. Non, mais France Bleu Roussillon, c'est simple, il faut aussi... Bah arrête, c'est un quitte à se faire cacher avec des gens. Il faut aussi une politique nationale de la culture. Si France Bleu Roussillon ne se voit pas imposer par sa direction nationale un quota de création locale, mais on pourrait très bien imaginer que le ministère de la Culture dise que les télévisions, les radios publiques, quand on a décidé de ne pas mettre de pub sur les télévisions, dans les télévisions publiques, on l'a fait. Bon. Si on décidait que de la création française devait être diffusée à X et de la création régionale voilà, ou départementale, quand le département décentralisé, dirons-nous, considéré comme une région culturellement. Oui, catalane, tu veux dire? Voilà. Je te vois arriver. Eh bien, voilà, X de la création française, et dans cette création française, une proportion de création locale. Voilà, quand la création locale marque une culture différente, avec une langue différente. Ça, c'est gagnable. Mais France Bleu aussi, on ne le fera pas au plan départemental s'il n'en a pas l'orientation. Bon, après, je pense qu'il y a aussi... ne mettons pas toujours, ne nous défaussons pas sur les autres. Il y a aussi France Bleu Roussillon dit, je les crois sur parole, être la radio la plus écoutée du département. Et voilà, disons aux auditeurs de France Bleu Roussillon que s'ils veulent plus de musique française et plus de musique, de chansons catalanes, d'ici, mais ils allaient avoir ailleurs s'il n'y en a pas assez sur France Bleu. Et qu'ils expliquent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ailleurs. Alors, on me dit qu'à pas ça, on va créer une radio qui s'appelle RDA, Radio des Aspres, sur laquelle on ne passera que des musiques d'ici. Voilà. Non, mais je veux dire, les téléspectateurs, les auditeurs. Oui, enfin, les gens, quoi. Les auditeurs, ils peuvent très bien, dans les forums, dans ce qu'ils écrivent à France Bleu Roussillon, dire, voilà, il n'y a pas assez. Mais ils ne le savent pas, ils ne l'imaginent pas, en fait. C'est-à-dire que c'est devenu une norme. Ils ne pensent pas qu'il y a une création locale. Moi, je le sais, parce que je suis toujours intéressé à la création locale. Je traîne avec Thierry Grillet, qui furette pareillement. Mais voilà. Après, il y a sur France Bleu quelques trucs. C'est pas quand même Fun Radio. Mais... Ah bah oui, il y a Jordi Bar, quand même, faut pas déconner. Il n'y a pas que Jordi Bar. David Killenbeck aussi. Non, mais sérieux, il y a quelques... Non, il faut toujours voir le positif des choses. Mais je pense qu'il y a un effort à faire, ça c'est sûr. De toute façon, moi je parle de la culture catalane, parce que les artistes d'ici, c'est pas que la culture catalane, mais il y en a quand même. Dans les artistes d'ici, il y a la culture catalane. Bon, c'est pas avec le pognon que met le département ou la région et les municipalités sur l'enseignement du catalan et la transmission, c'est-à-dire l'investissement dans la création culturelle catalane. Là, on vient de soutenir une création théâtrale, de la création théâtrale à hauteur de 30 000 euros, je crois, au département, sous mon impulsion, l'accord de la présidente. Ça, je crois que c'est positif, parce qu'on transmettra la langue par la création culturelle aussi. Il y a deux écrivains ici qui écrivent en catalan, que Ningú Usap, comme on dit en catalan, et que par contre, de l'autre côté de la frontière, on connaît vachement. Et Jean-Daniel Bezonov. Et il y en aurait un troisième s'il était moins feignant, Alèche Régnier. Mais bon, il est feignant. Il produit... qu'il produise et que je lise ce qu'il produit, voir si ça me plaît. En tout cas, j'en ai, je t'en passerai. En tout cas, je pense que... Est-ce qu'on ne peut pas encourager ces jeunes dans les écoles à écrire des narrations courtes? Et pas qu'à la Nitomium culturelle, où c'est les gens du Sud qui gagnent.
le fait. Bon, il n'y a pas que des gens du Sud, hein, on prime les enfants des collèges d'ici, etc., etc. Non, il y a des choses. Et qu'on le sache, que ce soit diffusé après, tu vois. Popularisé. Ah, voilà. Et c'est insuffisamment soutenu financièrement et politiquement. Ça, c'est clair. D'ailleurs, je vois le budget que j'ai au département, c'est ridicule. L'Office public de la langue catalane est complètement freiné, soi-disant à cause de l'État, ce que je ne conteste pas. Ça ne m'étonnerait pas, mais on les aide. Ils ne sont pas les seuls. Je pense que la région ne se fout pas les tripes à l'air pour faire avancer contrairement au département. Je dois dire qu'Armeline Malherbe et son staff, etc., foutent la pression. D'ailleurs, on organise une manifestation aux environs du 22 février. Parce que si jamais Pedro Sanchez vient, on priorisera la manifestation contre la venue de Pedro Sanchez. Et si jamais Pedro Sanchez ne vient pas le 22, on ira faire un petit tour devant la préfecture à l'appel de la PLEC et d'autres pour dire que ça ne va pas assez vite, quoi. Aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans. Mais alors, cet outil-là, pourquoi faire? Est-ce que, comme on dit à la télé, c'est pas une usine à gaz? Ah non, si c'était une usine à gaz, moi je me battrais pas pour. Qui c'est qui va la diriger? Parce que voilà aussi, il y a qui c'est qu'on va placer? Non, je déconne, mais quand même. Non. C'est ça aussi l'enjeu, tu comprends? C'est pas le problème. Je crois qu'on placera les meilleurs techniciens. Ça, à mon avis, on se battra pour. La constitution, elle est pluraliste de l'office public, elle est déjà préparée, donc avec des associations, avec des personnalités et tout. Oui, mais les mêmes associations qui n'ont pas fait décoller le catalan ici, j'attaque un peu là. Non, pourquoi les associations... Par exemple, Radio Arels, ils ont un outil, ils le font pas flamboyer le catalan. Non, c'est pour que tu te fâches aussi avec Radio Arels. Moi, c'est déjà fait, alors bon, je peux y aller. Pas fâcher avec Radio Arels. Non, je pense que les associations d'ici font ce qu'elles peuvent. On peut toujours faire mieux, on peut toujours expliquer qu'on peut faire mieux, mais je pense qu'elles font ce qu'elles peuvent. Je pense qu'elles n'ont pas assez été soutenues institutionnellement, honnêtement. Je le vois, y compris ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui en Catalogne, c'est pas les associations catalanes qui devraient porter, le catalanistes qui devraient porter le combat. Ce qui se passe aujourd'hui. C'est des démocrates. C'est les démocrates français qui... Oui, non, mais pour moi c'est évident, mais... on ne peut pas leur reprocher à eux, on ne peut pas nous reprocher à nous, C'est pas la peine de râler sur le Brésil si t'es pas foutu de voir qu'à côté, il se passe la même chose. Moi, je pense que les associations catalanistes, elles sont divisées, trop divisées politiquement et tout ça, mais moi j'en fais pas, je considère que j'en fais partie de cette mouvance, même si je n'y adhère pas physiquement, à aucun parti. Je pense qu'ils sont trop divisés, mais ça se réglera. Et ils sont divisés et ça aide pas. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ne sont pas soutenus institutionnellement, et y compris dans la lutte pour la démocratie. Voilà, je crois qu'on a des institutions qui ne sont pas à la hauteur. Celle dont je suis élu, vice-président, n'est pas à la hauteur, même si elle est de celles qui font le plus. Mais elle n'est pas à la hauteur. Parce que politiquement, le débat, on ne l'a pas poussé, parce que, il faut le dire, c'est plus facile quand c'est Rajoy que quand c'est Pedro Sanchez. Oui. Et parce que on a une culture jacobine, parce qu'on pense, et c'est vrai aussi dans mon propre parti. Ah bah oui, genre centralisé. Mais on a fait beaucoup plus d'efforts. Je rappelle que c'est le premier seul parti, entre guillemets, français, qui a mis dans son congrès, et dans sa Bible, entre guillemets, pour à l'avenir, la reconnaissance des prisonniers politiques catalans et le fait qu'ils doivent être libérés, pas jugés. Pierre Laurent, je me souviens. Voilà. Et donc poussé par Nicolas Garcia, Marie-Pierre Vieux et quelques autres. Et donc, bon, mais on a fait beaucoup d'efforts. Je rappelle quand même que l'humain a été écrit en breton, que nous sommes que Marcel Cachin est un peu l'ancêtre de la loi d'Aixonne. Bon, on pourrait discuter de ça, mais c'est pas le problème. Même aujourd'hui, dans mon propre parti, il y a cette idée de la République, une et indivisible, etc. Et donc, ça mettrait en danger, je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'on en débatte. Voilà. Et c'est vrai aussi, les gens de gauche, les francs-maçons, etc. Attention. Bon. Il n'y a pas de francs-maçons girondins. C'est une faute. Pas qu'il n'y ait pas de francs-maçons girondins. C'est une faute parce que aujourd'hui, la modernité de la République, l'évolution de la République, pour moi, est un être vivant, donc qui bouge, qui s'adapte au changement de société, etc., sans les suivre, hein, mais bon, voilà, il y a des choses qui bougent. Hein. On doit pouvoir inventer une république qui offre à tous les mêmes droits, qu'on vive près de la source ou loin de la source. Oui, voilà.
les mêmes droits, etc., mais qui acceptent cette diversité culturelle, linguistique, et y compris de gestion. Voilà. Ça, c'est une république moderne, qui ne mettrait pas en cause les valeurs, parce qu'une république, ça se construit autour de valeurs. Le jour où la France, elle perd ses valeurs, les valeurs autour desquelles la République s'est construite. Alors, ça serait bon de les rappeler, figure-toi, parce que, tiens, j'ai vu Louis Alliot, il me dit qu'il a des valeurs. Clotilde Ripouille, elle a des valeurs. Jean-Marc Pujol, il me l'a pas dit parce qu'on se parle pas, lui et moi, je l'ai lu dans l'Indépendant, il me dit, j'ai des valeurs. Alors bon, moi j'ai tendance à penser que c'est au Luxembourg, mais, c'est quoi les valeurs de la République? Moi, j'ai une idée. C'est une bibliothèque qui en atteste. Ben, écoute, moi, fais un résumé, parce que bon, c'est... Un résumé, pour moi, d'abord, liberté, égalité, fraternité, Ouais. laïcité. Oui, ça me semble évident. Et la laïcité, c'est intéressant d'en parler aussi, parce que... Paix. Ouais. Paix à tout prix. Oui. Laïcité, même si elle ne s'est pas construite Ouais. sur la paix, mais Ouais. bon, elle a été agressée. Non, Ben, la laïcité, elle a émergé des guerres de religion. non. Non, mais, historiquement... Mais Si on a souhaité la laïcité, c'est parce qu'on sait ce que c'est. Voir les tragiques de Malesherbes, ce que j'ai fait à cette époque, je l'ai fait contre moi-même, dit-il, parce qu'il a tué. oui, non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'émergence d'histoire, il n'y a pas dans l'histoire de choses... Si la laïcité est aussi forte en France, c'est un des rares endroits, c'est parce qu'on a eu des guerres de religion d'une férocité qu'il n'y a pas eu ailleurs. La République, elle s'est aussi bâtie, Voilà. Elle s'est aussi bâtie sur des têtes tranchées. La Révolution, les prêtres jureurs, non-jureurs, etc. Voilà. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ces valeurs-là, c'est celles, bon, le droit d'accès à tous au même prix, etc. Le droit pour tous de se soigner, de s'éduquer, d'avoir accès à la culture, etc. Ça, c'est des valeurs républicaines. Et ça, c'est pas la reconnaissance d'une spécificité catalane ou bretonne, une culture qui la mettra en danger. Oui, parce que c'était l'argument. Au contraire. C'est pas parce que je suis pour que les Catalans, la Catalogne, elle ait une existence au sein aujourd'hui de la République française, comme je voudrais qu'elle soit, pas comme elle est, que je suis contre le service public au plan national. Moi, je rêve d'un service public européen. Donc, je m'en tamponne. Moi, je veux pouvoir payer... Oui, tu restes internationaliste. Mais je veux pouvoir, si je vais en Allemagne, payer le train, le même prix et le même train, de la même qualité qu'en Catalogne ou au fin fond de l'Andalousie. Oui, les mêmes normes qu'à McDo, quoi. Je prends un exemple. À l'époque, et je l'ai vécu, à l'époque, faute d'accord entre la génération... À l'époque, quand tu avais un accident, à l'époque, il y a plus de 10 ans, j'étais confronté à ça il y a 10 ans, aujourd'hui j'espère que ça a changé, je n'ai pas vérifié. Il y a 10 ans, si tu avais un accident à Séville, avec le document là, de la Sécu, là, je ne sais pas quoi, 120, là. Oui, le formulaire, oui. Maintenant, c'est une carte, ouais. Tu allais à Séville et tu étais pris en charge, parce qu'il y avait des accords entre l'État espagnol et l'État français. Tu étais pris en charge comme en France. En Catalogne, ce n'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas d'accord avec la généralité. Moi, ça me plaît pas. Ouais, bah, évidemment. Là que je veux. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Je voudrais un service public international qui soit au même prix partout, que la tarification de l'énergie soit la même partout, etc., que tu sois près ou loin de l'usine qui la fabrique, et il vaut mieux qu'elle soit près, pour ne pas nuire à l'environnement. Mais ça n'empêche pas que, au contraire, on devrait pouvoir donner du pouvoir aux cultures, aux langues et aux histoires culturelles. Pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une réalité territoriale catalane qui fait qu'il faut qu'elle soit reconnue quelque part. Ça ne remet pas en cause tout ce qu'on se fait comme idée sur la République, sur la démocratie, etc. Voilà. Moi, je ne suis pas figé, je suis marxiste. Donc, quand tu es marxiste, tu n'es pas figé, quoi. Le marxisme, c'est... c'est ce qu'on en fait aussi. Non, mais c'est le mouvement perpétuel qui abolit l'état actuel. C'est ça la définition de Marx donnée par Marx. Voilà, donc pour moi, le mouvement perpétuel qui défait ou qui dépasse l'état actuel, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, bien sûr, dans le sens du progrès humain. Pour moi, le sens du progrès humain, c'est... Quand je dis le sens du progrès humain, je parle des millénaires qui nous précèdent. Le sens, c'est travailler moins, se soigner mieux. Oui. Voilà, donc, pas faire des robots pour virer les gens, quoi. Voilà.
ça n'a aucun sens de dire, aujourd'hui, pour moi, c'est pas le sens de l'histoire que de dire qu'il faut travailler plus. Parce que depuis Lucie à nos jours, l'objectif de l'homme, c'est de travailler moins. Et puis pourquoi on devrait payer cette chose de... Pourquoi on nous a viré du jardin d'Éden tu travailleras, c'est dans la Bible, tu travailleras à la sueur de ton front. Et tu enfanteras dans la douleur. C'est les deux punitions, quoi. Il y en a qui n'ont pas bien lu, parce qu'il y en a qui disent... Tu feras travailler... bah oui, voilà. Parce qu'il y a ceux qui disent que c'est ceux qui se lèvent tôt qui appartiennent au monde. La preuve que non, puisque c'est pas les boulangers qui ont le pouvoir. Ceux qui travaillent. Qui travaillent. Ceux qui collectent nos ordures au ménage. Mais Marx l'a expliqué dans sa notion d'obélisque et de plus-value. Oui, pour une fois. Oui. Pour une fois. Je préfère... pour une fois, tu me fais... pour une fois, je préfère Mitterrand qui dit qu'il y en a qui gagnent leur fric à normand. Voilà, ceux qui gagnent leur fric à normand, ceux-là, je ne sais pas ce qu'ils se lèvent. Mitterrand quand il était de gauche, tu veux dire. Quand il était de gauche, dans ses délires de gauche. Enfin, après, avant 83, quoi, on va dire. Et après 80... Enfin, je sais pas quand. Bon, c'est compliqué. C'est daté dans le temps. Ceux qui gagnent de l'argent normal, c'est vrai. Il y a quelques formules qu'on peut partager. Mitterrand et la gauche, c'était une notion qu'il y avait en droit pénal. Quand un fou commettait un crime, on appelait ça un intervalle de lucidité. Après, ce que Mitterrand, ce qui est intéressant, c'est le rapport de force. Mitterrand a été de gauche, on ne peut pas dire que les lois Auroux, la peine de mort, etc. Mais c'est parce qu'il y avait un rapport de force. Oui, parce que les communistes étaient là. Les communistes et d'autres dans la société, il y avait les communistes étaient là. Mais ils étaient encore... ils pesaient vraiment. Donc, il y avait un monde ouvrier aussi. Question de rapport de force. Voilà, quel qu'il soit, le président de la République, et je souhaite qu'il n'y en ait plus. Je souhaite que Macron soit le dernier et qu'il finisse pas son mandat. Je souhaite qu'il y ait un autre type de République. Et bien, mais le rapport de force est important pour les idées qu'on défend, humanistes, syndicalistes, etc. C'est très important. Voilà. Alors, une dernière question. Oui, parce qu'il faut que je... Oui, j'ai bien compris. Quand est-ce que vous remettrez à l'honneur André Marty ? Mais écoute... André Marty, donc, seul Perpignanais numéro 3 du Comintern, chef des brigades internationales, franc-maçon, premier révolté de la mer Noire, et enterré au cimetière Saint-Martin à Perpignan, celui qu'on appelait le boucher d'Albacete. Il n'avait que des contradictions, cet homme-là. Ouais. Communiste, franc-maçon, catalan... Est-ce qu'on devrait en parler plus ? Pas l'absoudre, mais en parler plus tout du moins. Moi, je ne veux pas l'absoudre parce que d'abord, je ne suis pas Dieu. Et puis, je voudrais être sûr des péchés qu'il a commis. Voilà. Et que si je veux, ma mère est catho, donc pas moi, mais ma mère est catho, donc je connais pas mal les évangiles, je pourrais dire que ceux qui sont propres lui jettent la première pierre. Voilà. Donc, moi, André Marty, c'est pas forcément ma tasse de thé. Aujourd'hui, on en parle d'ailleurs, parce que c'est le 80e anniversaire de la retirade, de la fin de la guerre d'Espagne, dont le rôle des brigades internationales, si je voulais paraphraser Léo Ferré, je dirais, la plupart communistes allaient savoir pourquoi. Voilà. Oui, il disait ça des anarchistes. Oui, mais paraphrasé. Non, mais c'était bien de préciser quand on sait que ce que les communistes ont fait des anarchistes pendant la même guerre d'Espagne, mais bon. Oui, on pourra débattre une autre fois, parce que ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, et ça doit nous servir de leçon, parce que la défaite aussi en partie de choses comme ça. François Spiter disait déjà en 1936, il faut faire l'union. Et donc, non, mais André Marty, on en parle aujourd'hui. On en a parlé la dernière fois avec Grégory Tuban, à Coyour, etc. Les brigadistes internationaux. Aragon, il disait qu'il faut regarder alors avec les yeux d'alors. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à cette époque-là, mais je trouve assez remarquable quand même que des jeunes gens comme Raoul Tanguy, comme André Tourné, des gens de 20 ans, sachant la dureté de la guerre civile, de la guerre d'Espagne, sachant la dureté des troupes de Franco, les troupes d'élite de Franco, qui avaient acquis pendant... on a laissé faire tout ce qu'on a voulu, notamment les 6 premiers mois du putsch, qui n'était pas encore une guerre civile, mais qui était un putsch. Eh bien, je trouve que la première des choses qu'il faut saluer, c'est le courage de ces gamins qui sont partis, la fleur au fusil, défendre la République, défendre
la République, ben, ce n'était pas un régime communiste, ce n'était pas un régime anarchiste. Non, non. Hein, défendre une république bourgeoise, en même temps, Mhm. bourgeoise, agressée, avec certainement des arrière-pensées liées à leur idéal et pas à la défense de l'Union soviétique. Parce que j'imagine que Rol-Tanguy, André Tourné et d'autres sont partis, et les gens, les Anglais et les Américains, sont partis se battre, les communistes allemands, pas pour la tronche à Staline, hein, mais voilà, parce qu'ils avaient un idéal. Ils ont été déçus ensuite par celui qui le représentait pour eux, qui était Staline, mais ils avaient un idéal. Et ça, aller mourir pour un idéal, c'est comme si aujourd'hui on imaginait qu'il y ait des jeunes qui prennent le fusil, la Kalachnikov, pour aller se battre du côté des Palestiniens ou des Kurdes, voilà, pour la liberté, etc. C'est pas facile, et je pense qu'il faut le saluer. Après, voilà, quand on est... Moi, j'ai un oncle qui est mort lieutenant-colonel de la République parce que Felipe González lui avait donné ce grade, mais qui était lieutenant quand la guerre d'Espagne était finie, qu'il était emprisonné. Et il m'a raconté le début de sa guerre. Il avait menti sur son âge, et au début, on s'engageait dans les milices, puisque pendant les quelques premiers mois, c'était un putsch auquel seules les milices résistaient. Il n'y avait pas d'armée, à proprement parler, républicaine qui résistait. Et il me disait, bon, moi je me suis engagé, son frère a été assassiné sur le bord de la route parce qu'il était membre de la CNT. Anarchiste, donc. Membre de la CNT. La précision, les détails. Parce qu'il me disait pourquoi il était membre de la CNT, ton oncle, et ils étaient d'une famille plutôt socialisante en partie. Oui, parce que ça a vraiment divisé toute l'Espagne. Ben, il était membre, dans les familles même. Non, mais il était membre de la CNT pour une simple et bonne raison. C'est que la CNT, pour défendre ses droits de travailleurs, dans le village où il était, c'était le syndicat le plus puissant. Et donc, c'était le plus efficace. Mais de philosophie, sa famille, après, ils ont viré au communisme, mais de sa famille, de philosophie, ils étaient plutôt socialistes. Et ça n'empêchait pas d'avoir le frère aîné à la CNT, mais il n'y avait pas... il n'était pas anarchiste. C'était le syndicat qui était le plus présent pour défendre les ouvriers. Quand il s'est engagé, il est tombé dans une milice plutôt communisante, parce que dans le village où il est allé s'engager, la milice, elle était plutôt communisante. Et alors, il me disait, voilà, des fois, on devait être relayé par des milices, et vice-versa, hein, on devait être relayé par des milices anarchistes, elles ne venaient pas, pour tout un tas de raisons, donc on leur rendait l'appareil la fois d'après. Et bon, voilà, il m'a raconté, lui, sa guerre d'Espagne, il l'a fait de bout en bout, il l'a fait pendant 3 ans, il a commencé à Sierra Tejonera, il a fini au front de l'Ebre. Et il me disait, c'était pas la guerre d'Espagne des commissaires politiques non plus. C'était aussi la guerre d'Espagne de tout un tas de petits bourgeois qui croyaient en la liberté, qui refusaient le fascisme. C'était la guerre d'Espagne de gens qui étaient enrôlés. Il y avait des soldats, on n'en parle pas, mais il y avait des appelés du contingent du côté républicain qui sont devenus, en cours de guerre pour certains, des appelés du contingent du côté franquiste. J'ai enterré moi-même un homme, le jour où je suis allé voir la reine d'Espagne pour la maternité, un monsieur, et c'est là que je l'ai compris, qui avait fait les 2 camps. Et dans les 2 camps, il ne voulait pas y être. En plus, il n'a jamais tiré un coup de fusil, mais il était à Badajoz, il a été appelé de l'armée républicaine et ensuite enrôlé de force, donc appelé, parce que citoyen espagnol, dans l'armée de Franco. Voilà, bon, c'est aussi ça la guerre d'Espagne. Il faut relativiser, démythifier, et surtout il faut la terminer, quoi, parce que si elle continue entre les gauchistes, entre guillemets, du POUM, les anarchistes, les communistes et quelques socialistes, si on continue à se tirer dessus, c'est pas possible, quoi, voilà. Ouais, c'est qu'on n'aura rien compris à l'erreur de mai 37. Il faut quoi. se respecter, il faut se respecter, se comprendre, essayer d'avoir les combats communs, et surtout pas se tirer des balles dans le dos, et pas attendre qu'on a Tu dis ça pour Durruti à Madrid? Oui, par exemple, on saura peut-être, un jour on sait qui c'est qui l'a fait tuer, ce serait intéressant, mais par exemple à la poste de Barcelone, où quand on avait foutu les franquistes à 10 mètres, on tirait du premier étage au rez-de-chaussée contre ceux du POUM ou ceux des communistes. Il y a un passage dans Land Freedom là-dessus. Voilà. De Ken Loach. Voilà. Après, par exemple, j'ai participé au débat, enfin un débat ou à 2 débats sur quand le film de Ken Loach est sorti. Pour moi, vu ma connaissance de la guerre d'Espagne,
les expériences que j'ai pu faire, les témoignages que j'ai pu recueillir, j'en ai recueilli, parce que ma famille était totalement impliquée du côté de ma mère et de mon père, eh bien, pour moi, Ken Loach, le Land of Freedom, c'est un événement de la guerre d'Espagne, un aspect de la guerre d'Espagne. Oui, parce que on ne peut pas résumer la guerre d'Espagne à ça. On ne peut pas la résumer à ça. Ken Loach n'a pas dit ça. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question à l'acteur français du film, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on le voit encore jouer quelques films, je lui ai posé la question, puisqu'il c'est un anarchiste visiblement, ou un gauchiste, enfin bref, en tout cas, il adhérait beaucoup à la philosophie de Ken Loach. Et je lui ai demandé, c'était quoi le POUM à ce moment-là, c'était combien le POUM? Le POUM, c'était quelques milliers de personnes, voilà, quelques milliers. Le Parti communiste espagnol, c'était autre chose. C'est Dolores Ibaruri qui dit no pasaran, c'est elle qui monte les brigades internationales. Non, mais au début, les communistes, ils n'étaient pas nombreux non plus en Espagne. C'est à la fin que... Ils n'étaient pas dans l'organisation, voilà. Ce qui est différent. Les premiers, c'était les anards. Ils n'étaient pas nombreux. Après, les anards, c'est autre chose, parce que c'est la première grande expérience anarchiste. Bon, ça c'était autre chose. Hein. Je parle pas de... Mais je parle de... Le film de Ken Loach, c'est le POUM. Hein, bon, après, il y a l'assassinat d'Andrés Nin par NKVD, tout ce qu'on voudra. Je sais bien tout ça, mais je veux dire, c'est pas la dimension essentielle. La guerre d'Espagne, il y avait aussi des gens, et c'est important pour ce qui nous arrive aujourd'hui en France et ailleurs, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas politisés. Non, qui défendaient la démocratie. Ils défendaient la démocratie. Ils défendaient la démocratie. Et ils étaient majoritaires, ce qui défendaient la démocratie. Par rapport à ceux qui étaient là, je dirais, engagés politiquement. Oui. Voilà. Après, il y avait des commissaires politiques, il y a des gens qui dirigent toujours les mouvements, mais il y avait beaucoup, par exemple, ça frappe des gens, mais il n'y a pas de quoi être frappé, dans les camps, il y avait beaucoup de catholiques croyants, pratiquants, dans le camp républicain, et on les retrouvait dans les camps de concentration sur les plages. Ils n'étaient pas tous athées. Et une des divisions qu'il y avait aussi dans le camp républicain, c'était, voilà, quoi qu'ait fait l'Église, et Dieu sait si elle en a fait, si elle a balancé le républicain, si je puis dire l'expression, si je peux utiliser cette expression, eh bien, il y avait des gens du camp républicain qui ne supportaient pas qu'on assassine des prêtres gratuitement. Voilà, parce que l'Espagne était... Il n'y avait pas les catholiques d'un côté et les non-catholiques, les athées de l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y avait beaucoup de catholiques modérés dans le camp des républicains, dans le peuple républicain. Par exemple, si on prend les Basques qui ont pris fait et cause pour la République, il n'y avait pas plus catholiques que les Basques. Même en Catalogne, il y a pas mal de catholiques en Catalogne. Il y a des catholiques modérés, mais il y en avait. Et puis bon, voilà, encore je discutais avec un républicain qui me disait on a pris le crucifix. Quand on est parti dans les bagages, il y avait un crucifix. Jésus est le premier communiste. Ça, c'est ma mère qui le dit, mais bon, moi je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. On conclura là-dessus. Donc Jésus est le premier communiste. Nicolas... n'est pas le dernier. Merci beaucoup. On se retrouvera pour d'autres aventures, d'autres épisodes. Ouais, voilà, merci.